Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Les Convergents pour ce nouveau live. Donc c'est un live un petit peu particulier, le thème étant Peuple, police, la convergence est-elle possible? Contrairement aux autres lives, là on va vraiment confronter, entre guillemets, en tout cas inviter des personnes qui ont sûrement beaucoup en commun, mais qui de prime abord ont rien en commun, puisqu'il s'agit de gilets jaunes et de policiers. Alors, c'est pas non plus un policier ultra violent ou anti-gilet jaune, hein, vous le verrez. Voilà, c'est un policier qu'on aime beaucoup et qui va nous parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Voilà, le live est en direct sur le groupe, sur la page. Vous le retrouverez sur YouTube à la fin du live. Tout le long du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront relayées par nos modérateurs. Et puis à la fin du live, Nat viendra nous poser les meilleures questions, en tout cas celles qui ont semblé les plus pertinentes. Et puis nos invités y répondront. Donc, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte avant d'introduire nos invités, la police, les violences policières, c'est vraiment au cœur de l'actu en ce moment. Le contexte est assez brûlant. On a eu pas mal d'infos dernièrement. Donc, il y a eu évidemment les manifestations contre les violences policières, avec la mort de George Floyd. Donc, il y a le collectif Adama qui s'est réuni plusieurs fois à Paris. Il y a eu également des rassemblements en France. Il y a également eu beaucoup de manifestations de policiers tous les jours. On a entendu aussi le discours du préfet l'allemand qui a dit qu'autant il interdisait toutes les manifestations, autant il ne retrouvait pas les organisateurs des manifestations de police. Voilà, on a un peu ce discours un peu ambivalent. Et puis, il y a aussi Christophe Castaner, qui a dit qu'il allait réformer l'IGPN. Alors, réformer, comment, dans quel sens? Si c'est comme les retraites, on peut avoir peur. Voilà, donc on va parler de tout ça. Donc soyez, s'il vous plaît, respectueux dans vos commentaires. Je sais que c'est un sujet un peu sujet à émotion, forcément, mais essayez de rester un petit peu calme. Nos modérateurs seront là de toute façon. Et puis, on va commencer. Donc, on va introduire notre premier invité, c'est Jérôme Rodriguez, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Salut Jérôme. Salut Azelma, ça va? Super, je suis très contente que tu sois là, je te remercie beaucoup. Je sais que tu es très occupé. Merci pour l'invitation. Ouais, je vais te laisser te présenter, même si on te connaît, mais voilà, savoir comment tu es devenu gilet jaune, qui tu es, voilà. Dis ce que tu as envie de dire. Je l'ai souvent répété, on ne devient pas gilet jaune, enfin on le naît, on le vit, tu vois ce que je veux dire? Donc ça faisait des années que j'attendais que en soi le citoyen en colère puisse sortir dans la rue avec un gilet jaune ou pas de gilet jaune. Donc le gilet jaune, on l'a tous revêtu depuis qu'on a senti que quelque chose n'allait pas en France. Donc voilà comment je suis devenu gilet jaune. Maintenant voilà, l'histoire Rodriguez, tout le monde la connaît, je vais peut-être pas saouler les gens par rapport à ça et peut-être rester dans le fond du sujet que ma propre personne au sein du mouvement. Mais après, clairement, on t'a invité parce que, je le répète quand même, mais tu as été victime des violences policières. C'était le 26 janvier 2019, si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc, tu seras un témoin et tu pourras dire un peu tes ressentis. Tu es vraiment au cœur du sujet, donc c'est super. Deuxième invité, c'est David Bredenstein, qui est également un gilet jaune, qui a également été mutilé par la police. C'était le 16 mars 2019 devant le Fouquet's. C'est ça. Vas-y, je te laisse t'introduire, pareil. Donc, j'ai 40 ans et j'ai pris un tir de BD en fait en pleine place en manif le 16 mars. Donc voilà, en fait, c'était un mouvement que moi j'attendais depuis, on va dire 12 ans, quoi. Que le peuple se réveille en fait. Il fallait arrêter toutes ces conneries, comme on dit. Voilà, j'ai tout de suite accroché direct en fait. J'ai toujours été présent et voilà. Depuis le début, gilet jaune de la première heure. Ouais, c'est ça. Ok, et puis on va inviter aussi Alexandre Langlois.
qu'on remercie chaleureusement de nous rejoindre, parce que c'est pareil, il est très sollicité. Donc Alexandre, je vais te présenter brièvement. Tu me diras si je me trompe, j'ai trouvé ça sur Internet, hein, donc je peux tout à fait me tromper. Donc tu as été gardien de la paix à la police de l'air et des frontières, puis au renseignement territorial des Yvelines. Tu as été membre du syndicat Alliance avant de rejoindre la CGT. Et tu es secrétaire général du syndicat policier Vigie Police. Tu as quitté la CGT en 2018. Le 3 juillet, tu as été suspendu de tes fonctions pendant une période de 12 mois, dont 6 avec sursis pour avoir, je cite, gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques. Donc en gros, ta période s'achève bientôt. Enfin, tu vas peut-être retrouver tes fonctions, je ne sais pas. Dis-moi un peu. Tout bon, voilà. Donc, non, et voilà, j'ai repris mes fonctions le 4 janvier dernier, du coup. Voilà. Il y avait les 6 mois avec sursis, donc c'est du sursis, voilà. Donc, du coup, après avoir repris mes fonctions, 15 jours après, j'étais convoqué à l'IGPN pour des nouveaux manquements à la loyauté envers ma hiérarchie. Donc, ils n'ont pas perdu de temps. Et voilà. Et puis là, petite actualité du jour qui est tombée lundi matin. La justice m'a condamné pour diffamation. Donc, on fait appel de la décision avec mon avocat, bien évidemment. Mais sur le premier round, c'est 16 000 € d'amende avec frais de justice à ma charge, 11 000 € avec sursis, pour 3 motifs. Plusieurs motifs, hein, mais qui sont d'actualité. Avoir dénoncé qu'il y avait des suicides dans la police et qu'il y avait une responsabilité hiérarchique. Donc ça, fallait pas le dire. Il fallait pas non plus dire qu'il y avait des médecins agresseurs sexuels depuis condamnés par la justice, reconnus pervers. Il fallait pas dénoncer ça sur la place publique. Et petite anecdote amusante, vu l'actualité, il y en a d'autres, hein, mais c'est les 3 plus amusants. Le troisième, c'est l'IGPN. On avait dit que la directrice de l'IGPN est une menteuse quand elle disait qu'il y avait des affaires qui étaient traitées et pas d'autres. Et donc, le juge, malgré l'actualité, a estimé que ça, fallait pas le dénoncer non plus. Donc voilà, donc il continue, c'est pas fini. On est face à un système compliqué. D'accord, ben, super. Il y a énormément à dire. Moi-même, j'ai plein de questions, mais bon, je vais laisser les membres t'en poser. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ne serait-ce que par ta présence et par ce que tu dis et les sanctions que tu as reçues, ça montre bien que dans la police, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui essaient de changer les choses un peu comme dans tous les corps de métier. Et donc, bravo pour la prise de risque. Mais voilà, c'est vrai que c'est malheureux de voir des sanctions qui sont données à des gens qui essayent d'améliorer les choses alors que les sanctions ne sont pas appliquées quand il s'agit de violence. Donc, en général, en rigolant, on avait dit qu'il fallait mieux fracasser un manifestant. On prenait moins cher que de dire des vérités à un directeur. Voilà la France où on en est au niveau de la justice. D'accord. Et donc, toi, tu continues de te battre, j'imagine. Le combat continue. Pour le moment, on est au niveau de nulle part. Mais si je suis rentré pour devenir gardien de la paix, c'est pour garder la paix et pour la justice. Et à l'heure actuelle, nous avons des dirigeants politiques qui appliquent tout sauf de la justice et la paix, en fait. Donc, c'est justement le combat est d'autant plus d'actualité. Mais pour ça, il va falloir réformer la police dans son ensemble parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible de faire quelque chose avec le peuple dans l'état actuel des choses. Et oui, et c'est justement là tout le sujet, c'est comment faire changer les choses, qu'est-ce qu'il faut changer exactement. On va voir. En tout cas, ma première question, déjà, je voulais juste refaire un petit point avant de vous poser des questions, c'est que ce live, il a pour vocation, en fait, de plus ramener le sujet sur une convergence possible ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'on se rendra compte que c'est pas possible, mais en tout cas, d'amener vraiment le sujet là-dessus. On n'a pas envie d'avoir uniquement des constats des choses. On est tous bien au courant de ce qui se passe dans ce pays. C'est pour ça qu'on est sur ce genre de groupe. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se poser, de débattre et de trouver des points communs, des points de convergence entre les différentes corporations, les différents citoyens. Essayer de trouver des points de convergence pour l'avenir, mais également des causes communes. Voilà, des causes communes à nos problèmes, en fait. Donc, qu'est-ce qui cause les violences policières? Quel est le souci de la police? Est-ce que c'est, par exemple, cette histoire d'indépendance de l'IGPN? Est-ce que c'est le préfet l'allemand? Parce qu'on parle beaucoup du préfet l'allemand. Il y a eu des plaintes, d'ailleurs, à son encontre dernièrement. À ton avis, je vais commencer par toi, Alexandre, puis après on enchaînera avec les autres. Quel est pour toi le principal problème qui pourrait être éventuellement changé? Mais dans la police, c'est quoi le vrai problème? Est-ce que c'est les ordres? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses à changer, mais il y avait un petit sondage qu'on a fait sur un groupe Facebook et les collègues avaient répondu. S'il y avait qu'une chose que vous pouviez changer dans la police, la réponse a été à 70% que notre institution respecte la loi. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, tout est dit.
Donc après, on peut commencer par l'IGPN, effectivement, l'inspection générale de la police, qui sert à laver le linge. On pourrait penser que ça sert à laver le linge sale en famille, mais même pas. Le linge, il reste sale. Par contre, ça blanchit les auteurs de ceux qui salissent le linge. Donc en fait, tant que ce ne sera pas indépendant, les policiers auront peur de prendre des positions, auront peur d'être sanctionnés pour tout et n'importe quoi, parce qu'il y aura cette pression hiérarchique à partir d'un certain niveau. Et ben en fait, on peut faire ce qu'on veut. Si les commissaires donnent des ordres, ils seront forcément tranquilles. On prend les cas qui ne font pas polémique du tout, par exemple de Steve à Nantes. Quand c'est l'IGPN qui enquête, il n'y a rien à voir circuler. Et quand c'est un juge d'instruction avec la police judiciaire, du coup, il y a quelques problèmes qui sont remontés. Donc l'IGPN est un problème. Après, le personnel politique est un problème parce qu'effectivement, ils sont à la hauteur de tout sauf d'être au service de la France, qui sont au service de leurs intérêts. Et donc, ça pose un deuxième problème également. Donc, il y a des choses à réformer, mais pour que les policiers puissent réellement s'exprimer et retrouver ce qui était l'esprit de la loi en 1983, un service public au service du citoyen, il ne faut plus qu'on soit matraqué par une hiérarchie qui, pour tous les prétextes, est capable de tolérer des manifestations illégales dans la rue, est capable de se compromettre aux élections professionnelles en acceptant de la fraude, en sanctionnant tous ceux qui essayent de faire améliorer les choses. Tant que ça, ce ne sera pas possible, effectivement, le message envoyé, c'est aux 80% de policiers qui voudraient peut-être changer les choses. C'est surtout bougez pas une oreille parce que sinon, ça va tomber sur vous. Donc, voilà. La loi, l'IGPN, le personnel politique sera un bon début. Puis après, ça donne les ordres parce que c'est le personnel politique qui nomme le préfet allemand, qui donc, avec un préfet allemand, ça donne une orientation de la police sur Paris, par exemple, etc. D'accord. David, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée de convergence? Alors, récemment, il y a un sociologue qui a dit qu'il n'avait jamais vu autant de mouvements convergents, mais lui, il parlait en fait à l'encontre de la police. Moi, j'ai vu aussi des images, par exemple à Nîmes, des policiers qui applaudissaient le personnel soignant. On voit qu'il y a quand même des gens qui ont envie qui se sentent citoyens aussi en dehors de leur fonction, mais en même temps, ils sont prisonniers aussi de cette image qu'ils ont, les forces de l'ordre. Et c'est vrai que le peuple a tendance à faire des généralités. C'est très compliqué de ne pas tomber dans les généralités, surtout quand on a été victime des violences policières. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, David, au niveau de Est-ce que tu penses qu'une convergence pourrait être possible, a priori, entre les policiers et les citoyens? Honnêtement, non, plus maintenant. Plus maintenant, il y a eu trop d'abus, il y a eu trop d'abus de pouvoir, il y a eu trop de blessés, il y a eu trop de mutilés, trop de mains arrachées, il y a eu trop de sang qui ont coulé. Je pense que la convergence, c'est fini. Peut-être au début, ouais, parce qu'on avait du respect pour les forces de l'ordre. Je me souviens. Je me souviens à l'époque des attentats, on les a tous applaudis. Mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec Steve, Zineb, et tout ça, pour moi, honnêtement, je le vois pas comme ça. Est-ce que toi, s'il y avait plus de sanctions à l'égard des policiers, est-ce que tu changerais un peu ton opinion ou... Pour l'instant, il n'y en a aucune sanction, à part par le policier à Toulouse, je crois. On voit encore Lola ce week-end à Bayonne. Le gars, il donne 1350 € pour lui avoir pété la mâchoire. Donc honnêtement, pour l'instant, les sanctions, on les attend. On les attend, parce que moi, voilà, je pense que Jérôme aussi. Je pense que tous les mutilés, en fait, on attend vraiment une sanction forte, en fait, pour montrer qu'il y a une justice. Après, peut-être que la convergence, ça se fera, parce que ça changera peut-être d'avis, en fait. Ça fera peut-être changer d'avis. Après, moi, pour l'instant, je la vois pas. Et toi, Jérôme, tu penses qu'il peut y avoir une prise de conscience de la part des policiers qui ferait qu'on puisse un jour converger ou... C'est compliqué parce que faut comprendre que les policiers, c'est un esprit de corps. Ce sont des gars qui vivent, la plupart du temps, les CRS vont vivre 3 ou 4 semaines ensemble. Tu me dis si je me trompe, Alexandre, vont se déplacer, vont aller de ville en ville. Donc, c'est des gens qui vivent ensemble. Et il est très compliqué, si tu veux, dans une équipe, quand tu vas avoir peut-être sur 10 personnes, 6 esprits illuminés et qui savent un petit peu ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait changer, mais vont se mettre à la botte des 3 gueulards et ne vont pas bouger une oreille parce que l'esprit de corps fait qu'à un moment donné, il est difficile de dénoncer son propre collègue. Il faut le savoir. Et je pense que c'est ça qui est important et qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir peut-être une convergence, en tout cas avec la police. Deuxième effet, face à tout ce qu'ils ont pu faire, aussi bien depuis des années en termes de violence policière, et aussi bien au niveau du mouvement des Gilets jaunes. On va prêcher pour notre propre paroisse et pour ce qu'on a vécu et pour ce qu'on connaît.
Je pense qu'il est difficile aujourd'hui de quelque part pardonner ce qui a pu se passer sans avoir de la part de certains policiers, en tous les cas, du moins ceux qui les dirigent, ceux qui leur donnent les ordres, un semblant de mea culpa ou du moins d'assumer les exactions qu'ils ont pu mener à l'encontre des gens qui manifestaient ou même des simples jeunes dans les quartiers. Après, c'est vrai qu'il est difficile de faire l'amalgame avec l'ensemble de la police parce que moi-même qui viens des quartiers, il est difficile de faire entendre aux gens que c'est pas parce que tu as une pomme de terre pourrie que l'ensemble du sac est pourri. Moi, j'ai des vidéos sur des manifs parisiennes où des flics me saluent, me disent de ne pas lâcher l'affaire, me font le pouce levé. Puis il y en a d'autres qui me disent on va te faire le deuxième ou t'es qu'un connard. Tu vois. Donc moi, je vis dans une ambiguïté. Il m'est difficile, à titre personnel, d'avoir, on va dire, la haine, c'est peut-être un mot fort, mais d'avoir une quelconque animosité envers la police. Face à toutes les saloperies que je subis, je suis bien content d'aller les trouver pour porter plainte. Quelque part. D'accord ? Donc il faut aussi faire la part des choses. Maintenant, moi, je voudrais insister sur l'IGPN et le devoir de justice. Le problème aujourd'hui en France, il n'y aura jamais justice tant que les enquêtes seront menées par des policiers. Toujours dans cet état d'esprit, l'esprit de corps. Comment veux-tu aujourd'hui faire en sorte que les preuves puissent être apportées à la justice, les bons documents, les bons témoignages, ce qu'a pu faire la police pour que la justice puisse être rendue. Déjà, on sait que déjà en France, il y a un problème de justice, mais si déjà en amont, ils n'ont pas les outils nécessaires qui va permettre de rendre justice. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, donc, il faut aujourd'hui mettre fin très rapidement à l'IGPN, confier l'ensemble des enquêtes sur les, en tout cas à titre pénal, parce qu'il y a deux styles d'enquête, il y a l'enquête administrative et l'enquête pénale, mais qu'au moins l'enquête pénale puisse être dirigée par un organisme, une entité à la fois neutre et qui ne soit pas couvert par la police et ni même couvert par l'État pour que la vérité puisse sortir, pour que la justice puisse avoir la vérité entre les mains et que la justice puisse être rendue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et je pense que David me rejoindra, en tant que victime de violences policières, il y a le premier choc, il y a la première victimisation, on va dire, c'est celui de se prendre un tampon dans la gueule. D'accord ? La deuxième victime qui va arriver, et je croise les doigts pour David comme pour moi, c'est de ne pas avoir justice. C'est-à-dire qu'on subit une double violence. D'accord ? Et je ne parle même pas pour des familles qui, eux, ont perdu un proche, pour des gens qui sont morts entre les mains de la police. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait rendre un petit peu d'honneur à toutes ces familles, un semblant de deuil à toutes ces familles qui puissent se reposer en ayant justice, pour que les affaires puissent aller au bout. Donc moi, dans différents discours, là, dernièrement, de différentes manifs, et j'attendais d'avoir un live pour pouvoir l'exprimer, donc je vais sûrement encore choquer, mais vous me connaissez. Ok, le racisme, pour moi le racisme il est systémique, très bien, les violences policières, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Chacun prêche aussi un petit peu pour sa paroisse, c'est normal, c'est du cœur, c'est la famille, on veut justice pour notre propre famille, mais je pense qu'on devrait marcher d'un seul bloc déjà, en tout cas au titre de la violence policière, pour militer à la fin de l'IGPN et de passer sur une entité impartiale en termes d'enquête. Alexandre, est-ce que tu penses que ce serait possible éventuellement qu'un jour des policiers puissent marcher avec les citoyens contre les violences policières? Est-ce que c'est possible quand on voit les manifs de policiers là, en ce moment, tous les soirs, qui militent pour pouvoir garder leur clé d'étranglement? C'est vrai que ça paraît un peu improbable. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a deux choses. À l'heure actuelle, ce ne sera pas possible de marcher comme ça. Ah, pardon, j'ai recoupé, non? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Non, pour le moment, ce ne sera pas possible, tout simplement. Si un policier est reconnu en train de manifester, il sera sanctionné derrière, il va s'en prendre plein les dents par sa hiérarchie. Voilà. Pour que ça marche, il faudrait que tout le monde y aille d'un coup, et ça n'arrivera jamais, malheureusement. La deuxième chose sur les manifestations qui se déroulent à l'heure actuelle, c'est quelques centaines de policiers qui demandent à pouvoir continuer d'être racistes, si on résume, et pouvoir continuer d'étrangler les gens. On pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui est derrière les manifs. Donc en fait, il faut savoir que c'est un truc qui est téléphoné et travaillé main dans la main pour nous faire une belle pièce de théâtre. Pourquoi on arrive à cette conclusion? Quand il y a eu un réel problème dans la police nationale, quand nos collègues ont été brûlés vifs à Viry-Châtillon dans leur voiture quand ils surveillaient une caméra de surveillance en 2016, les policiers sont sortis spontanément dans la rue. Parce que ça, c'était
vraiment quelque chose de grave, on défendait la population et c'est quelque chose qui ne posait pas de débat. On a voulu aller place Beauvau. Ah bah oui, mais on n'a pas pu aller place Beauvau. Il y avait des cordons de gendarmes mobiles qui nous attendaient. Vous n'avez pas le droit d'aller à place Beauvau. Ils avaient tellement peur que les policiers en colère débarquent place Beauvau que même ceux qui étaient en service avec le gyro phare sur intervention, ils étaient contrôlés par les gendarmes pour être sûrs qu'ils ne cachent pas des policiers dans le coffre pour aller manifester devant place Beauvau. Donc là, quand le syndicat Alliance et le syndicat UNSA préviennent toute la place de Paris qu'il faut une manifestation secrète sur les Champs-Élysées et place Beauvau, c'est-à-dire que la veille, tout le monde savait, c'est à peine s'il y avait les stands Barbapapa qui les attendaient devant place Beauvau, c'est que c'est téléphoné ensemble. On ne sait pas à qui profite le crime. Est-ce que c'est Laurent Nunez qui veut pousser Castaner dehors plus vite? Est-ce que ils ont des arrangements parce qu'ils veulent pas former les policiers, par exemple, à des techniques de judo pour immobiliser les gens? Ça coûte cher de former les policiers. Et écoute, effectivement, comme la justice n'avance pas, ça coûte pas cher d'indemniser les familles de victimes vu qu'elles sont pas indemnisées. Donc voilà, donc à partir de là, c'est un truc téléphoné. Donc il ne faut pas tomber dans le jeu de la pièce de théâtre qu'on est en train de nous servir. Si on veut vraiment avoir ce que pensent les policiers, il faut qu'on puisse libérer la parole des policiers, qu'ils soient sûrs que s'ils vont manifester, ils ne seront pas sanctionnés derrière parce qu'ils ont manqué de loyauté au chef. Voilà. Nous, on est loyal envers le peuple, mais pour le moment, les décisions à la fois de justice, à la fois, voilà, il y a des policiers qui sont sanctionnés par la justice, c'est ceux qui ouvrent leur bouche pour dénoncer ce qui ne va pas. Donc en fait, il y a un réel problème du système judiciaire, du système politique qui contrôle la justice, la police. Il faut que ça saute. Et avec aussi un système de syndicats. On rappelle que tous les syndicalistes de la police qui sont dans les syndicats majoritaires ont des postes fictifs. Donc forcément, après, ça met du beurre dans les épinards. Il y a d'autres syndicats minoritaires que le nôtre qui sont invités. On félicite le syndicat de la CFDT Police, le SSI, dont le secrétaire général a une mutation à Tahiti pour ses bons et loyaux services, avec création d'un poste fictif pour sa femme également policière. Donc voilà, donc après, il y a des récompenses pour les bons et loyaux serviteurs du pouvoir. Mais quand on est policier, c'est pas ça le travail. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que sur 140 000 policiers, 149 000, un peu 500 policiers, mais ça fait que quelques centaines qui jouent une pièce de théâtre. Les autres ne font rien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur institution. Donc c'est pour ça qu'il faut un contrôle indépendant et qu'on arrête. En fait, c'est facile quand la directrice de l'IGPN est nommée par le ministre et le directeur de la police. Il n'y a aucune chance qu'elle donne une décision contre ces personnes. Donc nous, on a attaqué au tribunal et curieusement, nos décisions des dépôts de plainte contre nos directeurs de la police et du ministre, curieusement, ça avance pas très vite. Voilà. Donc en fait, c'est un réel problème politique et global d'institutions qu'il faut changer. Et est-ce que tu penses potentiellement, même si comme tu le dis, vous n'en avez pas les moyens, parce qu'il y a vraiment, comme les syndicats dont tu parles, c'est clairement des lobbies, quoi, puisqu'ils font pression. Enfin, en tout cas, il y a une sorte d'échange avec le gouvernement, une forme de manipulation. Enfin, mais en fond, toi qui es vraiment sur le terrain et qui… Attends, je peux me permettre, Azelma, moi, à un moment donné, je me demande qui manipule qui. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les flics ont fait un pont d'or à une violence politique et gouvernementale, d'accord? Ils ont cogné du gilet jaune à volonté et de la manifestation contre les retraites à bon escient, d'accord? Aujourd'hui, quelque part, le gouvernement leur doit une cartouche. Et la cartouche, ils ne l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les syndicats ont la pleine puissance de dire à un moment donné, les gars, nous, on était là, on a cogné, laissez-nous cogner encore. Parce que quand vous avez eu besoin de nous, on était là. Donc à un moment donné, qui manipule qui? Alors les flics se sont peut-être fait manipuler pendant quelques mois en arrière. Aujourd'hui, c'est les syndicats qui manipulent Castaner. Vas-y qu'un coup j'étrangle, un coup j'étrangle pas, un coup je fais ceci, un coup je fais cela, puis on se donne 2 mois, on revoit en septembre quand tout le monde aura oublié. Alors je vais te donner un exemple, ce qui s'était passé pour qu'on comprenne bien les manipulations des syndicats. Il y a 2 ans, il y a le gouvernement a voulu fiscaliser, d'ailleurs l'a fait, l'indemnité de déplacement des CRS. Petite ironie du sort, la même semaine, la majorité présidentielle refusait de fiscaliser les indemnités parlementaires. Voilà, parce que c'était pas pareil, on peut pas comprendre. Il y en a qui jouaient 6 000 € par an, les autres c'était 6 000 € par mois, hein, les députés bien évidemment au mois. Résultat des courses, les CRS ont fait des grèves, ils étaient tous malades. Voilà. Alliance leur a dit, il y a eu une petite aparté à l'Élysée, en fait. Macron, donc il y a un collègue qui a pu voir le début de l'entretien avec Macron et le secrétaire général d'Alliance, et Macron était furieux. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ces CRS qui sont malades? On avait un deal. Donc moi, je veux plus un seul CRS malade. Tu leur dis de rentrer à la maison et c'est terminé. Et nos collègues n'ont pas le temps de vérifier les infos, donc finalement, ils ont tous arrêté d'être malades. Ils se sont quand même pris la fiscalisation de leur truc, et les seuls qui ont tiré les marrons du feu, c'est les responsables syndicaux en échange de leur silence, de leur complicité et d'avoir manipulé les policiers sur le terrain, qui n'ont plus le temps d'aller prendre des renseignements et qui se disent, s'ils nous disent ça, c'est que ça doit être vrai. Donc en fait, il y a une sacrée manipulation et une certaine complicité entre les syndicats majoritaires et le gouvernement, mais ça dure des années. Et aux dernières élections, il y a aussi un recours pour fraude aux élections professionnelles, parce qu'il y a eu des fraudes dans tous les sens, et le ministère a choisi ses interlocuteurs en acceptant la fraude, en fait. Donc en fait, il y a vraiment un jeu de dupes
de contrôler en disant ils sont représentatifs, mais ils sont représentatifs de personne au final, à part du chantage qu'ils ont pu faire. Et il y a un jeu, en fait, on nous sert des pièces de théâtre tout le temps, à la fois contre l'intérêt des citoyens, à la fois contre l'intérêt des policiers, et c'est l'intérêt toujours d'une petite caste bien compris, qui après, en plus, ont des reconversions de carrière à la fin, qui sont sympathiques, que tout le monde aimerait bien avoir. Tout à l'heure, tu parlais du fait que si les policiers étaient vus en manifestation, ils pouvaient être sanctionnés. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas ces sanctions-là, il y aurait une vraie force? Est-ce que tu penses que c'est une majorité ou une minorité qui pense comme toi? Moi j'ai vu des flics sur les manifs gilets jaunes me montrer leur carte. Des gendarmes. Même une gendarme d'ailleurs. Elle est venue là, m'a montré discrètement sa carte. Alexandre, toi qui es vraiment sur le... C'est comme partout en fait, il y a toujours pareil, c'est qu'il y a eu aussi la manipulation du gouvernement qui a très bien marché pour vider les manifestations en tirant dans tous les sens, en gazant les gens. Petite chose importante également, le gaz cesse, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée vendredi, montrant la dangerosité du cyanure, etc., par un compte français qui est neutre complètement sur le domaine. Donc en plus, le gouvernement a fait sciemment des saloperies. Résultat des courses, en fait, il y avait un moment, ils avaient laissé aussi faire tous les gens qui venaient en noir violenter les institutions, etc., qui servaient d'excuses utiles à l'usage de la force. Ceci dit, ceux-là, on les a jamais attrapés, hein, donc ça, c'est une petite ironie de l'histoire. Mais donc, en fait, il y a eu cette augmentation des violences de chaque côté, hein, en disant, regardez, c'est que des méchants en face, quels que soient les camps, en fait. Et les camps, on arrive au préfet allemand qui dit, on n'est pas dans le même camp, madame. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On doit pouvoir manifester en toute sécurité. Et les policiers, du coup, en fait, pour le moment, au début, ils étaient gilets jaunes. Au début, il y a eu des mouvements de solidarité. Même Unité SGP, la main arrachée, avait dit qu'ils étaient solidaires du mouvement. C'est pour dire à quel point le mouvement avait parlé. Puis après, on leur a dit non, mais il ne faut pas tenir ce discours, ça ne va pas être possible. Et les policiers, en fait, c'est comme la population française. Ils vont suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'on va leur dire, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, si on les laissait vraiment faire, on a les mêmes problèmes. Hein. On a des problèmes de pouvoir d'achat, on a des problèmes de démocratie, on a des problèmes de liberté, on a des problèmes de commandement complètement aberrants. Donc, les problèmes des citoyens lambda, on a les mêmes. Donc, si jamais on avait le choix de manifester, pas tout à fait les mêmes, Alexandre. Ça dépend lesquels. J'ai l'impression que des fois, le port de l'uniforme exempte de certaines responsabilités les policiers. La preuve en est. On va griller un feu rouge, va péter un œil. Tu vois, les sanctions ne sont pas les mêmes. Ça dépend. Moi, je pense que tu vois, aujourd'hui, il y a un niveau de citoyenneté différent si tu portes un uniforme assermenté ou pas. Parce que les mecs sont là à t'expliquer la loi en long, en large et en travers, mais quand eux, ils doivent s'y plier, il n'y a plus personne. C'est ce que démontre Alliance en disant et UMSA et SGP en disant on demande l'interdiction des manifestations illégales et ils font des manifestations illégales. Après, pour le reste, dans l'absolu, ils ont la liberté de pouvoir le faire. C'est un pays, la France, ils ont la liberté de manifester. Maintenant, manifester pour étrangler, qu'ils aillent manifester pour avoir plus de pognon, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Peut-être, justement. C'est ce que je te dis. Quand il y a eu besoin de manifester pour les conditions de travail, les suicides, les augmentations de salaire, il n'y avait pas tous ces syndicats. En fait, les réels problèmes de la police, eux, ils n'étaient pas là, donc ils travaillent pour le gouvernement. Et après, par exemple, je te prends l'exemple de griller un feu rouge ou des choses comme ça. Si tu es dans les petits papiers du gouvernement parce que tu es le mec utile qui est prêt à faire la basse besogne, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un collègue qui a plié la voiture parce qu'il y a eu un accident il n'y a pas longtemps. Lui, on lui fait pas de cadeau, en fait. Hein. Je veux dire, il n'est pas dans les mecs utiles au gouvernement. Donc, en fait, ça dépend, en fait, qui tu connais dans la hiérarchie policière et quels sont tes copains. En fait, on est dans la police des copains, la république des copains. On n'est plus du tout dans une république démocratique où il y a la justice, la loi est la même pour tout le monde. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai parce qu'on est policier, c'est vrai en fonction des copains qu'on connaît. Non seulement elle n'est pas vraie, mais en plus, ils veulent te l'apprendre. Je vais poser une question à David quand même parce que. David, oui, je voulais savoir par rapport à ce qui s'est passé pour toi. Au niveau du traumatisme, où tu en es déjà par rapport à ça, et est-ce que ça t'a fait changer, j'imagine que oui, mais ta vision de la police? Est-ce que tu as tendance à dire que c'est tous des pourris liés à ton accident? Enfin, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Déjà, le traumatisme, au bout d'un an, j'en dors pas en fait. Je l'ai encore dans la tête. Plus toutes les violences qu'on connaît, hein, tous les week-ends, avec toutes les morts et tout, on n'en dort pas en fait. Ça fait 1 an et demi. C'est des cauchemars. Je suis énervé tous les jours en fait. Ma femme, ça fait 1 an qu'elle subit ça. Hein. Donc, c'est pas évident déjà au niveau de ça. Et puis, ensuite, il y a les à côté, hein, les problèmes de sous parce que tu travailles pas pendant 1 an, donc tu touches rien en fait. Et puis, au niveau des policiers, ouais, j'ai la haine.
C'est pour ça que je t'avais dit, Alexandre, il n'y a pas de souci, mais les autres, ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne serais pas venu, tu vois. De toute façon, la convergence, c'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est clair, ça va être très très compliqué d'y arriver. Mais en tout cas, si on peut déjà gravir quelques étapes, c'est déjà super. Et c'est déjà bien d'avoir cette discussion aujourd'hui. Surtout pour nous, hein, parce qu'à la base, on faisait rien du tout. Hein. Si on marchait, on défendait notre beefsteak, en fait. On défendait notre pouvoir d'achat, on défendait tout, en fait. Et au final, on se retrouve à l'hôpital un samedi soir, pendant une semaine à l'hôpital à Paris. Donc, tu vois un peu les conséquences derrière. Et puis, au final, tu te dis, t'aurais mieux fait de prendre... parce que le 16 mars, hein, c'était un blackout, c'était le chaos total. Hein. Moi, j'ai eu des affaires que je peux pas me payer tous les jours, donc j'aurais pu très bien les prendre. Les pavés, j'aurais pu très bien les lancer. Les gaz, c'est pareil. Et j'ai jamais rien fait, en fait, de tout ça. C'est ça, c'est difficile après de ne pas tomber dans la vengeance. Ah oui, dans la haine. Hein. Ouais. Bah, quand on voit l'infirmière de la semaine dernière qui relance des pavés, des galets de gaz lacrymo, tu sais, les galets, tu les lances, ça part pas loin. Et au final, elle se fait défoncer. Le lendemain, on entend aux infos, ouais, elle a lancé des pavés, nanana. Il faut arrêter un peu. Il faut remettre les choses dans le contexte, en fait. Donc, en fait, on passe encore pour des violents, et elle est passée pour une violente, et au final, on ne sait pas ce que ça va donner au mois de septembre. Quoi. Donc, ouais, on a la haine quand on se fait gazer toute la matinée pour rien, en fait, qu'on arrive. Moi, j'ai le souvenir de l'acte 3. Je suis arrivé avec des potes parce que j'habite pas à Paris. Je suis arrivé avec des potes. Au bout de 2 minutes, on se fait pourrir. On entend les LBD, le gaz, on entend. C'était un truc de ouf. On se dit, mais c'est pas possible, en fait, on n'est pas en manif. Il y avait rien. Hein. Ça cassait un peu devant eux, mais il y avait rien du tout. Et ça a gazé dans toute la place. Ils savaient même pas, en fait, pourquoi ils gazaient. Donc, ouais, on a la haine contre ça. Et puis, quand tu te fais gazer toute la matinée, bah, tu vrilles. Sauf que moi, je l'ai jamais fait, en fait. J'ai jamais vrillé parce que j'ai des enfants et j'avais pas envie de finir au Newf pour relancer de pavés ou un petit maillot de foot à 110 balles. Voilà, du coup, j'ai jamais fait. Et puis, au final, tu finis à l'hôpital avec une fracture et tout ce qui va derrière, quoi. Toute la merde derrière. Quoi. Ça fait un an et demi que je vais plus, quoi. Bah oui. C'est sûr. Et en plus, tout le monde réagit différemment, parce que moi, par exemple, j'habite au Puy-en-Velay, je connais un gars qui a perdu son œil le 1er décembre, et au final, lui, il n'a pas du tout réagi comme Jérôme. D'ailleurs, Jérôme, quand je te vois en manif, pour moi, c'est incroyable, parce que ce gars-là, il a tellement été traumatisé qu'on ne le voit plus du tout, quoi. Il ne veut plus sortir de chez lui, donc il y a différentes façons de réagir à ça. Mais tu vois, David, il parle de l'acte 3. D'accord. Moi, quand j'ai vu le chaos total à l'acte 3, la première chose que j'ai fait en rentrant à la maison, c'est de taper police sur Google. De voir à la fois les méthodologies de combat, de voir les différents uniformes, les différentes couleurs, les différentes armes. Combien de gilets jaunes savaient en début de manifestation, au tout début du mouvement, que tu as une ligne de démarcation entre le manifestant et le CRS et qu'il est autorisé à te mettre un coup de canne si tu dépasses cette ligne d'autorisation. Alexandre, tu dis si je me trompe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis renseigné au fur et à mesure des actes. J'ai un LBD qui m'a frôlé. Je me suis pris une première grenade. J'ai pris du gaz pleine bouche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, le samedi, quand j'allais en manifestation, j'avais conscience qu'il pouvait tout m'arriver. Et n'importe quoi. Dans le meilleur des cas, tu rentres chez toi. Dans le pire des cas, tu te prends une garde à vue. Moi, c'est pareil, je ne suis pas un mec qui jette des pavés. Dans le pire des cas, tu as perdu une main ou un pied. Tu vois, moi, je n'étais pas basé sur l'œil. Moi, j'ai mes mains et le pied. Et quand je me suis fait plomber, au final, quelque part, psychologiquement, dans ma tête, c'est de se dire, je le savais, quoi. Tu vois, il y en a beaucoup qui aiment venir dire Rodriguez la pleureuse, Rodriguez il se plaint. Rodriguez, il se plaint jamais de son œil. Il se plaint jamais du coup de tarpé qu'il a pris de la part du keuf. Il le subit, il le vit. Je vis la même chose que David. En plus, David, c'est un mec qui se rapproche énormément de moi parce qu'on a les mêmes photos dans le même institut au moment où on nous met un œil neuf et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, donc jamais je me suis plaint de mon œil. D'accord? Parce qu'à un moment donné, là où j'allais, potentiellement, il pouvait arriver tout et n'importe quoi. Et ça m'est arrivé. Je suis le 20e. Il y a eu le numéro 1, celui qui n'aurait jamais dû exister. Il y a eu Jérôme à Chartres. Il y a eu Jim à l'île d'Oléron. Aujourd'hui, il y a Manu dans le Nord. Il y a Vanessa. Il y a Fiorina. Il y en a tellement. Et d'autres qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont tellement au fond du trou. Tellement au fond du trou. D'accord? Et après, qu'on le veuille ou non, il y a une partie du cœur, c'est que
les gens m'ont tellement donné, et à défaut de se shooter de médicaments pour aller mieux ou de se prendre des Doliprane pour avoir moins mal à la tête, les gens qui te soutiennent en manif, qui viennent t'apporter des messages de sympathie, je vous garantis que c'est le meilleur médicament du monde. Bah oui. Donc forcément, ça te donne du courage, et quelque part, un matin, on s'est levé pour que les choses changent. Moi, je me suis pas levé pour aller me recoucher derrière, quoi. Je vois pas l'utilité. Alexandre, si tu veux réagir, vas-y, après j'aurai une question à poser. Il n'y a pas grand-chose à réagir. Hein. Nous, on a dénoncé les méthodes de maintien de l'ordre depuis le début du truc. On savait que ce serait dangereux. On avait dénoncé que l'utilisation du gaz ECS, donc c'est un agent chimique, c'est des armes chimiques, soyons très clairs. Ça a été prouvé donc par des études françaises maintenant, parce qu'avant c'était que des études à l'étranger, mais on était des menteurs. Donc en fait voilà, donc on a un gouvernement qui sait parfaitement ce qu'il fait. Nous, on savait parfaitement que c'était dangereux à la fois pour les policiers et pour la population, et qu'on est complètement détourné de nos missions. C'est bien le sémantique, gardien de la paix, force de l'ordre, et puis depuis que c'est Macron, c'est plus gardien de la paix ou force de l'ordre, c'est gardien de notre paix. C'est-à-dire que la paix, c'est plus pour tout le monde. Donc en fait, ça pose un problème. En fait, ils ont annoncé la couleur depuis le début. Donc nous, on se bat pour que ce soit une institution respectable, parce que la police nous semble nécessaire, mais la police doit assurer la sécurité de tous et de façon objective. Et aujourd'hui, c'est inadmissible que même juste tout simplement le ministère de l'Intérieur ait d'abord nié qu'il y ait des violences policières illégitimes et illégales. Donc, je veux dire, la moindre des choses, c'est qu'on a fait n'importe quoi, on s'analyse, on va se présenter ses excuses, et on fait comme la justice sait être rapide pour certains dossiers, ben on fait la même chose pour ces dossiers-là, on insiste dessus. Et après, il faut réformer le système. Mais il y en a qui ont dénoncé, tu vois. Moi, j'ai croisé un commandant de gendarmerie qui m'a dit, Monsieur Rodriguez, je vous garantis qu'aujourd'hui, on ne fait plus le métier pour lequel on a été formé au sein des manifestations. Tout a été remis en cause, tout a été chamboulé. Je le sors d'un commandant. Tu vois, le mec, il avait je ne sais pas combien de barrettes. Et preuve en est, certains officiers ont dénoncé les méthodologies l'allemand, celles qu'on a connues dans le pire des cas, au 1 an des Gilets jaunes sur la place d'Italie. Ah ben même ce n'est pas de la méthodologie de maintien de l'ordre. Ah ben non, enfin c'est de la méthodologie ici, c'est de la méthodologie de répression, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Et voilà, et les collègues de Bordeaux ont applaudi à deux mains quand il a été buté à Paris. Ils ont dit c'est dommage pour Paris, mais ils étaient contents quoi quand il partait l'Allemand. Donc c'est pour montrer le niveau de sympathie que les gens avaient pour lui. Cadeau les gars. Ah voilà, mais chacun. Mais en fait le vrai problème c'est qu'il devrait être au tribunal ce monsieur, voilà, pour répondre de ses actes, et que curieusement il n'y va pas parce qu'il fait partie des copains d'abord. Donc c'est tout ce système, en fait, les gens, ils ont envie de se révolter, vont se révolter encore plus, et malheureusement, là, le gouvernement en a clairement conscience, ils ont peur d'une explosion complète de la société française avec des gens, ils vont péter les plombs, en fait, et ils veulent se servir de la crise sanitaire pour empêcher les gens de manifester, en disant le virus circule plus, mais on va quand même vous reconfiner. Donc en fait, ils sont en train de finir d'achever les libertés, mais pas pour les bonnes raisons. C'est pas du tout la protection de nos santé qui les intéresse, c'est de pouvoir contrôler la population. Ils ont essayé de faire le traquage pour qu'on soit badgé dans nos téléphones 24/24. À noter que les applications de téléphone nous l'ont téléchargé d'office. Après, il n'y a plus qu'à l'activer, mais c'est la seule application qui se met tout seul sur les téléphones, donc c'est assez amusant. Elle ne s'active pas a priori. Donc voilà, donc en fait, il y a ce contrôle assez inadmissible, et plutôt que de dire, bah écoutez, on va discuter et on va faire vraiment des choses. Hein, voilà, je dis toujours avec amusement, il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelle Contre-insurrection, c'était sur la guerre d'Algérie. Il avait dit, je vais vous apprendre comment mater les rebelles et tout ce que vous voulez. Donc dans l'état d'esprit du gouvernement, les gilets jaunes, les policiers qui sont rebelles, les infirmières, enfin tous les gens qui sont pénibles pour eux. Et bien, le premier conseil que ce gars a donné, en fait, il est satisfaisez les gens. Comme ça évite tout le reste. Si vous pouvez les satisfaire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en fait, qu'on vive en harmonie. Et a priori, c'est pas le projet qu'ils ont. Donc voilà. Donc en fait, c'est toutes ces complications qu'on subit. Et voilà. Donc nous, en tous les cas, au syndicat Vigie, on ne cautionne pas la façon dont c'est fait. On ne cautionne pas de détourner de nos missions. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que pour nous, les décisions de justice vont très vite et qu'elles sont très lourdes. D'accord. Moi, j'ai une dernière petite question. Pardon, vas-y. L'acte, le 16 mars, c'était pas l'allemand, tu sais, c'était l'ancien Premier ministre, enfin l'ancien préfet, je me souviens plus comment il s'appelle. Je retrouve son nom, ouais. Je vois qui c'est. Ouais. Le petit qui retombait à Charles Colm avec sa casquette. Voilà. Et lui, à la base, ce jour-là, mais ils ont tout laissé faire, en fait. Moi, Jérôme, je sais pas si tu te souviens, ils ont tout laissé faire, les forces de l'ordre, elles étaient complètement dépassées. Qu'est-ce que le fait d'avoir tout cassé comme ça, est-ce qu'après, c'est vraiment pour décribiliser le mouvement, en fait, comme quoi que les gilets jaunes sont des casseurs? C'est faisable, ça. On est d'accord. Alors, je vais te donner l'exemple. Ils laissent tout faire, en fait.
Comme la place Bah, de c'est- l'Italie, l'anniversaire, en fait. Ça a été mis en place sous Valls pendant la loi travail. Ouais. Ils avaient déjà laissé l'habitude de laisser les trucs comme ça. Avant, sous Sarko, c'était des gens qui venaient piller en fin de manif, c'était pas des cortèges de tête, voilà. Mais en fait, il y a le laisser-faire qui est voulu, parce que je vais donner l'exemple qui est très parlant pour les policiers, qui montre que là, normalement, les policiers seraient intervenus, ils bouillaient. Il y a eu, donc, il y a tout le contexte qu'on voudra, mais il y a des gens qui ont créé place de la République de mémoire, c'était ça, suicidez-vous aux policiers. Ils étaient 20 ou 30. Là, mes collègues n'ont pas eu l'ordre de les interpeller. Là, ils bouillaient parce que c'était eux qui s'en prenaient directement. Le soir, on a un beau discours de Kastner qui dit on va tout faire pour les retrouver. En fait, si tu veux vraiment les retrouver, tu les interpelles sur place. En fait, tu mobilises pas tous les services de la police pour retrouver des gens qui étaient sur place. Donc, il y a cette volonté qui est insupportable pour les manifestants, insupportable pour les policiers de laisser faire. Et du coup, ça met toutes les policiers qui sont derrière ces gens qui sont en noir, qui viennent tout péter, qui sont jamais interpellés, qui n'ont jamais rien, qui sont jamais blessés. Donc, du coup, voilà, on se pose la question et tout le monde, unanimement, à la fois dans les manifestants, chez les policiers, on voudrait les interpeller. Les seuls qui ne veulent pas, c'est ceux qui nous donnent les ordres de surtout pas y toucher. Voilà. Maintenant, il faut poser la question à Castaner, à l'Allemand et à toute la clique. Alors, je vais poser une dernière question avant de faire venir Nat qui fera remonter les questions des membres. Alors, on me fait remonter comme quoi je laisse trop la parole à Alexandre, pas assez à Jérôme. Enfin, je veux dire, oui, je laisse pas non plus assez à David. Mais c'est pas ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un policier, c'est pas tous les jours, et on a plein de questions à lui poser, forcément, parce qu'il est sur le terrain. Donc, désolé Jérôme, désolé David, si vous vous sentez un peu. Non, mais on t'entend pas beaucoup non plus, Azelma. Bah ouais, mais moi je suis l'animatrice. Non, mais moi par contre j'avais quand même une question parce que quand on étudie un peu l'histoire des révolutions, parfois la police s'est retournée contre le gouvernement, parfois l'armée s'est retournée contre le gouvernement, et c'est là où, bon après ça n'a pas forcément bien terminé, mais en tout cas il y avait beaucoup plus de poids au niveau de la révolte, quoi. Est-ce que tu penses que dans le contexte actuel ou dans les années à venir, ça sera possible ça en France ? Alors, pour l'armée, j'en sais rien. Je suis pas militaire. Pour la police, non. Ils ont tout verrouillé pour pas que ça arrive. Ils ont tout fait en sorte que les gens soient bien lotomisés. Ils ont baissé le niveau du concours. Ils ont mis des gens bien obéissants. Ils écœurent les gens. C'est pas pour rien qu'on a un taux de suicide énorme. On a encore 2 collègues qui viennent de se suicider en 24 heures. Puis on supporte plus le sens de nos métiers. Là, c'était un jeune de 20 ans en plus. Donc, je veux dire, ça attend même plus l'âge d'expérience. Donc, c'est tout de suite qu'on voit que c'est n'importe quoi. Donc en fait, ils font tout pour écurer les gens, ils mettent des ruptures conventionnelles en place pour que les gens puissent partir le plus vite possible. En général, c'est ceux qui veulent, qui se reconnaissent plus dans le métier. Donc en fait, tout est fait pour pas que ça arrive. Si un jour la police est du côté des manifestants, c'est que l'armée y sera, quoi. Donc ce sera réglé. D'accord. Et en plus, il y a des syndicalistes, je repense à ça parce que ça m'a marqué, comme le titre de l'émission, c'est Convergence est-elle possible. Donc Unité SGP, qui est le syndicat le plus représentatif dans la police, parce qu'ils ont triché aux élections, voilà. Mais leur représentant Île-de-France a dit, il y a une chose qui nous fait peur dans la police, c'est la convergence des luttes. Alors curieusement, nous, chez nous, on serait content qu'on fasse la convergence des luttes parce qu'on a quand même plein de problèmes sociétaux en commun avec la grande majorité de la population. Si les salaires augmentent, si le quotidien augmente, le nôtre aussi. Donc, mais eux, voilà. Donc dans les syndicats qui sont à la botte de Castaner, eux, ça leur fait peur. Voilà. Donc effectivement, tant que ce sera eux le relais de la parole dans la police, ça marchera pas, malheureusement. Ok. Bon, alors on va faire venir Nat. En attendant, je répète un peu à tous ceux qui nous regardent. Déjà, encore merci de nous regarder, de nous suivre. Et surtout, si vous pouvez bien partager sur les groupes, sur la toile, ça serait cool. Donc, est-ce que Nat arrive? Si elle n'arrive pas, je vais faire parler d'autres gens. Jérôme ou David, si vous avez des trucs à dire en attendant. Moi, je vais parler. Je vais poser une question à Alexandre. Ouais. Est-ce que tu penses que vraiment on arrivera vraiment à faire changer d'opinion au niveau des syndics, au niveau de la police? C'est qu'on puisse vraiment faire quelque chose avec. C'est la légende du dépôt du casque. Voilà, c'est ça. Les menottes. La légende du dépôt du casque, on a pu le voir sur les manifestations, où curieusement, quand il n'y a pas les gens en noir qui viennent en manif, par exemple sur les manifestations d'infirmières qui n'étaient pas à Paris, du coup, il y a des gens qui ont pu poser les casques. Après, c'est ce que je dis aussi, à Bordeaux, il y avait des collègues qui avaient l'habitude de ils étaient 3, les gars, ils étaient 3. Bon, c'est déjà bien, c'est un bon début. Et après, il y a un autre endroit, ils l'ont fait, il y a 2 endroits, il y avait à Bordeaux, il y a des petits gestes comme ça. Parce que moi, tu vois, quelque part, je trouve dommage que les mecs... quelque part, je trouve sympa qu'ils jettent leurs menottes. C'est dommage qu'ils récupèrent pas leur cerveau au passage, quoi. Non, je déconne, c'est une vanne, c'est gratuit, les gars. Je déconne. Non, après, c'est qu'ils jettent les menottes pour les mauvaises raisons. C'est une vanne, Dex, tu me connais. Je sais bien, mais moi, moi, on peut rire de tout, donc ça me dérange pas, et je suis très humour noir, donc pas de problème. Mais qu'on ne jette pas les menottes pour les raisons pour lesquelles ils jettent, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça mon vrai Oui, problème. C'est aberrant. ça. Qui C'est jettent aberrant. qui jettent les menottes parce qu'il y a des gens qui se suicident, qui jettent les menottes parce que leur métier c'est plus ce qu'ils veulent faire, qui jettent les menottes parce que les heures Voilà, supplémentaires sont pas payées, qui c'est jettent ce les que je menottes dis. pour... Voilà. Voilà. Mais là, du coup, c'est que ceux qui sont là, c'est ceux qui sont lobotomisés, c'est ceux qui sont chez Alliance, qui sont chez ça, qui sont en train de faire une chorégraphie avec le pouvoir. Et ça n'a rien à voir avec... Et c'est les images que les gens vont regarder en se disant, bah, vous voyez, cette centaine de policiers qui sont à droite, à gauche en France, c'est la police. Non, en fait, c'est quelques centaines de policiers sur 149 000 fonctionnaires qui font n'importe quoi. Et finalement, je pense qu'on pourrait faire des enquêtes après, hein, mais on a aussi quelques centaines, milliers de fonctionnaires qui font n'importe quoi en manif. Je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, on devrait retrouver toujours les mêmes. Donc, ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans les enquêtes sur ce truc-là. Donc, la convergence à l'heure actuelle, c'est compliqué. Ce ne sera pas possible tant qu'on aura cette chape de plomb dessus et qu'ils écœurent les gens qui veulent faire les choses bien. Vu ce qu'on se prend dans notre syndicat, Noam ou moi, enfin, tout pour avoir ouvert notre bouche, forcément, ça décourage beaucoup les autres, quoi. Mais le moment venu, tenez-vous prêts parce que ça peut partir. Je pense qu'ils se feront massacrer à leur poste, malheureusement. Voilà. Non, mais vous, toi, Noam et tous ceux qui sont là, qui restent, qui démissionnent pas et qui tentent de faire changer les choses, restez bien là parce que le jour où on aura besoin de vous, faudrait. Ouais, mais on va peut-être finir par craquer quand même. On a dit que le jour où on s'y reconnaîtrait plus, on partirait parce qu'au bout d'un moment, tu peux résister de l'intérieur jusqu'à un certain point, quoi. Là, quand on nous a demandé de qu'est-ce que pensent les gens du discours du président pendant le Covid-19, mais c'est pas le rôle de la police en fait. On s'en fout de ce que pensent les gens pour nos missions de police. Mais on était rendu à ce niveau-là. Donc voilà, refaisons une police, c'est pas quelque chose qui ressemble à quelque chose de plus en plus puant. Voilà. Alors Nat, bienvenue Nat. Donc voilà, à tous. Elle nous rejoint parce que à la base c'était son idée ce sujet. Et donc, elle tenait à prendre la parole, déjà pour dire un peu ce qu'elle pense, et puis pour vous poser des questions qui ont été remontées tout le long du live. Je te laisse la parole. Ok, donc bonsoir à tous, bonsoir à tous les trois aussi. Je suis vraiment très contente que vous ayez accepté d'être là parce que c'est un live important pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Ça me fait juste tellement plaisir de voir qu'on peut avoir un policier à côté de nous. Moi, je l'entends pas. Ah. Tu m'entends pas? Moi, je t'entends. Moi, c'est bon aussi. Bon. Moi aussi. Sinon, Jérôme sort et revient, peut-être que tu l'entendras. Ouais, il faut sortir et revenir. Moi, ça m'a fait pareil. Ouais, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, Nat. Ouais, si quelqu'un peut traduire, parce que je t'avoue, sinon, la batterie qui commence à saigner du nez. Sinon, sors et reviens, tu pourras l'entendre, je pense. Vas-y, je vais tenter. Vas-y. Et donc voilà, je sais que pour moi c'est vraiment un sujet très délicat, donc j'essaye de rester calme parce qu'on est tous calmes ce soir et que voilà, mais je pense que c'est un sujet très compliqué. Moi c'est clairement pas pour ça qu'au départ j'ai commencé les gilets jaunes, j'ai commencé les gilets jaunes pour les inégalités et voilà, des choses du quotidien qui n'allaient pas et je trouvais que ça faisait 40 ans qu'on bouffait le peuple à tout niveau. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui me fait rester dans la rue, c'est les violences policières. Je ne peux pas comprendre et cautionner qu'en 2020, en Macronie, des gens puissent dormir la nuit après avoir crevé les yeux, arraché des bras, arraché des pieds. Je ne peux pas. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler. C'est le sujet qui me fout en l'air, clairement. Donc, Alexandre, merci déjà parce que toi et Noir, je n'ai que vous deux, il y en a sûrement d'autres. J'ai parlé à Jérôme une fois aussi, Jérôme Guigou, qui m'a beaucoup touchée. Et clairement, mon grand-père était gardien de la paix. J'avais eu, depuis toute petite, un profond respect pour cette profession. Et au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme vous que j'arrive encore à accepter qu'il puisse y avoir des policiers bien et heureusement qu'il y a des êtres humains parce qu'avant d'être des policiers vous êtes des êtres humains et voilà, je tenais à vous le dire vraiment. Pour moi ça me rassure en tant que maman aujourd'hui de voir qu'il reste des policiers êtres humains et tendus, parce que pour tous les autres je me demande comment ils font pour dormir la nuit et se regarder dans une glace, voilà, notamment par rapport à David, par rapport à Jérôme, par rapport à tous les autres. Je ne sais pas comment on fait pour coucher ses enfants le soir et quand on a du sang sur les mains. Voilà. Donc ça, c'était pour ma propre opinion. Et je suis désolée, je suis un peu... Mais c'est compliqué pour moi ce sujet aussi. Donc voilà. Au niveau des questions, moi, j'ai eu beaucoup de retours au niveau des manifestations, de gens qui me disent, on a parlé avec des policiers qui étaient bien, qui ne cautionnent pas ce qui se passe. Et tous nous disent, le jour où vous serez 4 ou 5 millions dans la rue, on sera obligé de déposer des casques. Alexandre, clairement, tu en penses quoi? Ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début, mais maintenant, le 4-5 millions dans la rue avec la politique de répression du mouvement et de tous les mouvements, je pense que ce ne sera pas possible à atteindre. Si jamais ça atteint, oui, forcément, il n'y aura pas de doute sur la légitimité, il n'y aura pas de doute sur rien. Donc les policiers, même les plus récalcitrants, se diront,
faut qu'on soit du côté du peuple et on y va. Surtout qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas encadrer notre employeur, qui fait n'importe quoi. Mais il faut qu'on soit 4-5 millions et la stratégie de notre employeur a été répression, répression, répression pour vider les manifestations. Moi, quand je suis allé par exemple à une manifestation de soutien dans le Nord à quelqu'un qui a été mutilé, à Manu, ma femme m'a dit je suis content finalement que ça se passe là-bas et pas à Paris parce que j'ai peur que tu reviennes pas complet, quoi. Alors que je suis moi-même policier, donc c'est pour dire à quel point on est rendu de suspicion dans l'utilisation des ordres qui peuvent être donnés aux policiers. Donc 4-5 millions, je pense que c'est possible, si les policiers le feraient, mais 4-5 millions dans la rue, vu la stratégie qui a été utilisée jusqu'alors, je pense que c'est là que ça va coincer. Ouais. Bon, on l'a vu après l'acte 3. Après, la répression, elle était là, direct. On l'a vu, après, c'était poser le masque, juste un masque, on pouvait finir en garde à vue. Donc. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me choque beaucoup aussi, c'est qu'on en parlait avec Azalma tout à l'heure, quand on voit des policiers marcher côte à côte avec le peuple, c'est pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi les gilets jaunes on a pris aussi cher? Pourquoi nous avons autant voilà, c'est vraiment une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Je pense que la Macronie n'aime pas le jeune et le jeune n'est pas prêt d'arrêter. Voilà, parce que la répression, c'est déjà pas normal, mais l'injustice non plus. Et je voulais vous poser comme question aussi, parce qu'on a pas mal de questions, donc je vais remonter. Donc, il y a la première question, c'était Geoffrey Dambra. Il demande pourquoi, lors des manifs de la police, tous les soirs, ils jettent leurs menottes. Donc, j'ai entendu que vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure. Et dès que les citoyens, notamment les gilets jaunes, font une manif, ils se font massacrer. Le message quel message, en fait, cherche-t-il à faire passer? Pourquoi les gilets jaunes font si peur au final et pourquoi il n'y a que qu'on tabasse? Alors malheureusement, il n'y a pas que qu'on tabasse, c'est malheureusement ce cas, c'est qu'il y a des gens d'autres qui prennent aussi des coups qui n'ont rien demandé. Et après, pourquoi ils font ça? Je rappelle, donc c'est toujours quelques centaines de policiers sur toute la France qui font une chorégraphie avec le ministre de l'Intérieur qui lui-même a qu'une peur, c'est que les gilets jaunes ou n'importe quel mouvement contestataire puisse avoir de l'ampleur. Donc en fait, c'est les mêmes en fait. Donc ces gens-là, en fait, il n'y a rien à en tirer. C'est pas des gens qui sont là pour protéger la population. Quand on jette ces menottes parce qu'on veut être raciste et avoir le droit d'étrangler les gens, je veux dire, on s'est trompé de métier, hein, c'est tout. Et en plus, avoir la caution du préfet de police qui ne sait pas qui c'est, la caution du gouvernement qui laisse faire, alors que c'est carrément illégal et que c'est pour être interpellé rapidement. Et je rappelle que quand les policiers étaient en colère pour des gens qui avaient cramé dans leur voiture, là on était arrêtés, on ne pouvait pas aller place Beauvau, c'était vraiment voilà. Donc en fait, la police à l'heure actuelle est utilisée par cette minorité, à cause de cette minorité et qui continue d'emmerder tout le monde, pour donner une mauvaise image et puis pour faire que le politique n'ait pas à apporter de réponse justement, pas de débat politique, et que sa réponse politique c'est de la répression policière. Donc c'est intolérable de vivre dans un État policier, pas dans une démocratie. David et Jérôme, vous pouvez réagir aussi aux questions, même si ça ne vous est pas destiné. Si vous, par exemple, vous, dans les manifs, vous avez dû voir que le même traitement, peut-être, en fonction des manifestants. À défaut de le voir, on voit à moitié aujourd'hui. On l'a subi. Oui, c'est sûr. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, par rapport à la marche pour le climat ou d'autres genres de manifs. J'avoue. Après, je pense que. Du coup, Alexandre, j'ai encore une question pour toi. Une question pour Jérôme et David. Là, c'est une question de ma part. Il parlait, Jérôme. Mais il y a quelqu'un. Ah, mais je n'entends pas, c'est pour ça. D'accord. Juste pour rebondir sur les 4 ou 5 millions de personnes, si on veut récupérer les 4 ou 5 millions, il faut repartir sur la priorité qui était notre combat, c'est-à-dire le mieux vivre, une autre démocratie beaucoup plus directe et participative, et ne plus se concentrer sur une guerre avec la police. Faisons fi de ces gens-là, d'accord? Si un jour on est le nombre, eux-mêmes nous rejoindront. Voilà. Parce qu'on parle de convergence, mais avant de pouvoir parler de converger avec les uns et les autres, essayons de retrouver cette convergence et cette union que les Gilets jaunes avaient au départ. Il est clair qu'aujourd'hui, il est compliqué de retrouver la spontanéité du début du mouvement, mais rien ne nous empêche de retrouver nos valeurs, l'ordre premier de notre combat, qui n'était pas un flic avec une casquette et une matraque, on a pris plein la gueule, mais qui était un gouvernement, une démocratie en danger et une liberté mise à mal. Ça n'engage que moi. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. On a un été pour y réfléchir, pour essayer de revenir plus fort au mois de septembre et force à la détermination de repartir sur les bases de ce que pouvait être un gilet jaune et d'un citoyen en colère qui porte un gilet jaune. Après, moi je donne juste mon avis.
je pense que le mouvement, il évolue. Je ne pense pas qu'on puisse retrouver ce qu'on a vécu, mais par contre, arriver à le transformer autrement, alors je ne sais pas comment, mais en effet, de toute façon, il faudra du nombre. Mais voilà, comment est-ce que... On va faire du BFM. C'est l'objet d'un autre débat, Alzelma. Ouais. Vas-y, Nat, tu peux enchaîner. Donc, du coup, j'ai une question pour toi, Alexandre. Est-ce que, je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode, il y avait un syndicat de police qui avait manifesté il y a quelques mois et qui m'avait vraiment choqué, qui criait « On a sauvé la République ». Moi, ces gens-là, j'avais envie de leur dire, mais c'est tout ce que vous retenez, en fait, que vous avez sauvé la République, les mutilés, les blessés, etc. Je veux dire, on peut être fier aujourd'hui d'avoir sauvé la République au détriment de l'humain et du peuple. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, au sein de tes collègues ou au sein des policiers que tu côtoies, tu ressens plus de gens qui sont fiers d'avoir sauvé la République ou de gens qui sont comme toi, comme Noam, et qui sont outrés de ce qui se passe? La manifestation il y a quelques mois, c'était que des permanents syndicaux, des syndicats majoritaires, donc des gens qui sont surtout pas sur le terrain, qui faisaient des blagues en montrant ils mettaient leurs mains comme ça pour se moquer des mutilés. Donc c'est tout sauf digne d'être policier. En fait, tu peux penser ça si tu veux, à la limite, ça te regarde, mais tu le montres pas au moins, juste là pour respecter ta fonction. Donc voilà, donc en fait c'est des gens qui sont pas sur le terrain, qui étaient là en disant on va faire un chantage au gouvernement, en disant voilà. Mais c'est une fois une minorité syndicale à qui on a filé les clés de la boutique en partie, en truquant les élections, etc. Donc, on n'a rien à faire avec ces gens-là. Et ils sont complètement déconnectés de la base, vu qu'ils ne travaillent plus sur le terrain. Voilà. J'ai une question. Alexandre, vas-y. Dis-moi. Par rapport aux 2 groupes qui ont été balancés par la presse sur des saloperies que pouvaient dire les groupes privés Facebook, est-ce que tu faisais partie d'un des 2 groupes? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et qu'est-ce que pouvaient raconter les gens? Alors, je faisais partie du 2e groupe qui a été balancé. Alors, savoir que le premier groupe aussi, je connaissais l'administratrice, j'étais pas sur le groupe, mais voilà. Dans le 2e groupe, en fait, il y avait une 50aine de personnes qui tenaient des propos qui ont été diffusés partout. C'était une 50aine de personnes qui faisaient exactement les mêmes méthodes que dans le commissariat. Dès que tu allais les contredire, ils te tombaient dessus en disant que c'était comme ça, qu'on devait tous être solidaires et qu'on devait tenir des propos pareils. Voilà. Au début, quand je suis allé sur ce groupe-là, c'était en 2017 ou 2016, je sais plus, il y a quelques années, ils se faisaient recadrer par des collègues qui disaient mais tu peux pas dire ça en fait. Et puis au bout d'un moment, comme ils tombaient dessus, ils se sont organisés, tout le monde a dit c'est pas grave, on va pas lire vos posts, vous pouvez raconter vos trucs à 50 dans votre coin, et puis nous on va continuer de parler sur d'autres posts, et on va même pas s'occuper de vous en fait, vous nous intéressez plus, tellement vous êtes odieux, y compris avec les collègues qui leur faisaient des réflexions en disant vous pouvez pas dire ça. Donc voilà, donc après il y a eu un amalgame qui a été fait, toujours les mêmes choses, pour une 50aine d'abrutis et de gens qui commettent des actes délictuels, finalement c'est plus que des abrutis, ils pourrissent tout le truc. Oui, mais une 50aine d'abrutis qui sont questionnés pour 8000 quand même. Non, parce qu'en fait au bout d'un moment on laisse tomber, et après tu peux en vouloir au modérateur, mais quand sur les pages comme ça tu as tellement de trucs à faire que c'est compliqué. Et après par contre on peut en vouloir sur une chose, c'est que l'IGPN avait accès au second groupe. Et l'IGPN n'a rien fait. Non. Voilà. Oh là. Parce que je le sais, parce que moi j'étais sur ce second groupe, ils sont venus me chercher pour une publication syndicale qui leur avait déplu en disant ah tu ne l'as pas fait sous le truc syndical, on va te torpiller pour manquement au devoir de réserve. Et donc ils m'ont dit on a accès à ce groupe-là. Mais du coup en fait pour des délits ça leur pose pas de problème, des délits de propos racistes etc. Par contre ils fliquaient les mecs qui venaient dénoncer les conditions de travail et les vrais problèmes. Donc bravo à l'IGPN une fois de plus pour son travail incroyable de répression politique des opposants. Voilà. Mais pas d'application de la loi bien évidemment. Une aberration. Nat, est-ce que tu as une dernière question Alors oui, on avance sur les questions parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a Mec Daft qui demande qui a pris en charge, Jérôme et David, les frais des blessures, des mutilés, des gilets jaunes. Est-ce que quelqu'un vous a aidé au niveau des frais médicaux? Vas-y Jérôme, je te laisse répondre. La sécurité sociale, celle qui est mise à mal par le gouvernement. Et moi j'ai eu la chance de bénéficier d'une ce qu'on appelait les cagnottes à l'époque. Avec une aide substantielle qui m'a permis de tenir mon salaire pendant ma convalescence. D'accord. Ensuite, il y a pas mal de... Alors, il y a quelques questions qui se ressemblent. Par exemple, je peux te dire un truc, David, hein, tu confirmes, parce que David, il a la même que moi, une prothèse, c'est 1700 €. Ouais, c'est ça. Payé par la Sécu, pour une fois. Ouais. Voilà ce que ça coûte. Voilà le seul prix que je peux vous donner. Après l'opération, je serais incapable de vous dire.
combien ça coûte de recoudre un œil. Par contre, il y a juste un petit truc choquant, c'est que le ministère de l'Intérieur aurait pu présenter ses excuses et participer aux frais pour aider les gens. Voilà, c'est ce qu'on a demandé depuis le début, mais on est dans un système qui est injuste et qui engendre de la violence et de la haine parce que justement, il n'y a pas de reconnaissance des choses et c'est insupportable, y compris pour les policiers. Voilà. Tu sais, quand tu l'entends parler devant des... Ce sont des gens d'honneur, ce sont des gens qui portent un uniforme, qui portent la loi, mais quel honneur, tu vois, de ne serait-ce que présenter des excuses, ne serait-ce que d'avoir un flic qui téléphone à une victime, tu vois, je sais pas, quoi, tu vois, j'imagine. Moi, c'est ce qui me dégoûte le plus dans toute cette histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est que les gens n'en ont rien à foutre. Et en plus, les gilets jaunes, quelque part, ont légitimé, bon gré mal gré, le LBD, parce qu'en l'espace de 2 ans, on a fait 15 fois plus de têtes que les 2 dernières années précédentes. Parce qu'aujourd'hui, un œil de pété à la télé, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que les gens ont l'habitude. Et c'est ça qui est encore plus dégueulasse aujourd'hui. Je suis désolé, ça me touche, hein, forcément. Non, mais c'est vrai, on s'habitue à ça. Et tu vois, en plus, si on a la chance d'avoir réussi ce qu'ils appellent le protocole esthétique et de ne plus avoir un œil pété, c'est comme si les gens l'oubliaient. Sauf que nous, quand on se regarde dans le miroir ou quand on se prend une bite sur un trottoir, on se rappelle qu'on a perdu un œil. Et les gens, à la télévision, c'est normal, tu vois. Un gamin qui se fait déglinguer par une voiture de police, c'est normal. Et en plus, c'est normal parce qu'en plus, il avait un casier, t'as vu? Et puis, c'est normal parce qu'il faisait le con à moto. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui un œil de pété, une main arrachée, qu'on ait fait des conneries ou pas des conneries dans notre vie, quoi? Mais tu sais, Jérôme, voilà. c'est aussi clair pour ça, parce que ça fait longtemps que ça t'est arrivé, ça fait plusieurs mois maintenant. C'est aussi et surtout pour ça qu'on a voulu faire ce live, en fait, parce que il faut jamais oublier ce qui s'est passé. Et même maman aujourd'hui, voilà, les gens n'oublient pas, mais l'opinion publique gavée de BFM, de médias mainstream comme ça, un œil pété à la télé, mais ça, déjà quand ça a la chance de passer à la télé, hein, faut le savoir, ou du moins dans les grands médias. Heureusement, grâce à Dieu, il y a quand même les médias indépendants qui sont là pour quand même relayer et montrer des images, mais sinon, on n'en entend même plus parler, quoi. Il y a 30 gamins sur le carreau. Moi, j'ai entendu à la manif des soignants, hein, ça plombait dans tous les sens. Hein. Et je crois qu'il y a un gamin qui a perdu son œil. Ah non, il y a encore un gamin qui a perdu son œil à République. Personne n'est au courant. La manif du 13 juin. Vas-y, Nat, si tu peux terminer sur une question, puis on fera le tour. Ouais, donc il faut. Il y en a encore deux intéressantes et après, Jacques Millot qui demande Alexandre, que penses-tu de la plainte déposée par Priscilla et Fauzi contre Didier Lallemand et quel avis as-tu concernant le regroupement des forces quasiment tous les soirs? On n'a pas tout entendu parce que ça coupe, mais je pense qu'il va répondre. Tu veux que je repose la question? La deuxième, alors la plainte, elle porte sur quoi? Sur Didier Lallemand? Redis-moi, parce que je n'ai pas tout suivi sur Didier Lallemand, sur quoi ils ont déposé plainte. Et la fin de la question, je n'ai pas entendu. C'est le premier anniversaire. Le premier anniversaire. Ah oui, d'accord, ok. Bah ça, je pense qu'ils ont bien fait de porter plainte. De toute façon, il y a même un avocat qui a écrit un livre, David Dubinsky, sur un préfet hors la loi, donc je veux dire, tout est dit. On n'est pas dans le même camp, enfin une désorganisation, donc c'est bien. S'il peut être mis devant ses responsabilités, c'est le bon niveau, parce qu'on peut malheureusement pas atteindre les politiques qui l'ont nommé, qui sont jugés par la Cour de justice de la République, qui en général dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc maintenant, est-ce que la justice à ce niveau-là sera assez courageuse pour aller jusqu'au bout? Voilà. Et en fonction de ça, ça montrera si on peut encore croire au système un minimum avec un petit verdict, quoi. Mais j'ai un gros doute. Et la fin de la question, j'ai pas entendu. La deuxième partie. Alors, la fin de la question, c'était quel avis as-tu concernant les regroupements des forces de l'ordre quasiment tous les soirs? Il l'a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est illégal, ils ont pas à le faire, c'est des mauvais trucs. Et c'est une pièce de théâtre c'est une pièce de théâtre qui est jouée avec le ministre et puis cette minorité de policiers qui demandent à faire des choses, à tout sauvegarder la paix publique, quoi. Donc, j'ai une question pour toi, Jérôme. C'est Thierry Darfin qui la pose. Jérôme, songes-tu à rejoindre les convergents? À rejoindre qui? Les convergents. Les convergents, tout le monde. Mais moi, je marche avec tout le monde. On est tous pareils. Il n'y a pas besoin d'adhérer à un groupe. Je sais bien. C'est pour ça. Je pose la question qu'elle était posée, mais je connaissais déjà. Que les choses soient claires. Ça peut paraître directif, mais pas du tout. Depuis le début du mouvement, j'appartiens à aucun rond-point, j'appartiens à aucun groupe, j'appartiens aux gens qui marchent, aux gens qui veulent changer les choses, quels qu'ils soient.
On a aujourd'hui l'ensemble d'une table remplie de différents ingrédients. Il faut juste qu'on trouve ce foutu liant qui va nous faire tous converger. Prenons exemple justement sur cette centaine de conflits qui arrivent à changer les choses. Prenons exemple sur le gouvernement et de tous ceux qui nous la mettent, qui eux savent converger. Sauf que la différence, ils sont une poignée. Nous sommes des millions. Revenons à nos bases, tout simplement. On essaye, Moi, je marche avec les gens. On marche ensemble. L'impression que ça me donne aujourd'hui, c'est que tous ces groupes qui étaient une force au départ des Gilets jaunes, d'accord, devient de plus en plus une faiblesse de par l'animosité qui peut exister entre les uns et les autres. Sachez quand même que je suis, Jérôme, non pas le leader, mais je suis assez central sur le mouvement pour avoir l'ensemble des remontées d'informations des différents groupes. Et aujourd'hui, vous voulez tous la même chose, vous êtes tous prophètes du bon chemin à prendre, mais quelque part, on veut tous la même chose. Bah alors, on y va quand, les gars? C'est le dénominateur commun, comme dirait par contre, juste les convergents, ils ne veulent pas avaler les autres groupes, hein. Ils veulent juste mettre en lien les groupes existants. Donc, oui, non, bien sûr. Non, je te parle pas d'avaler. Je te parle juste qu'à un moment donné, quel que soit le groupe, quelle que soit la façon négative, positive qu'il a de passer un message d'une façon ou d'une autre, il s'avère qu'on veut tous bien bouffer à la fin du mois. Donc, essayons de revenir à nos bases. Mais voilà. Et puis, à ce niveau-là, ce serait déjà pas mal. Et puis, ce genre de discussion, ça ne peut que aider. Et le fait que tu t'aies répondu à l'invitation, ça montre que tu as clair, J'ai une dernière question pour tous les trois. Après parce que... Ouais, c'est vraiment la dernière, mais j'aimerais juste avoir une réponse très rapide de chacun de vous trois. Comment, pour l'avenir et demain, peut-on manifester sans mourir? Quelles sont les solutions pour chacun, policiers et manifestants? Virer le préfet, ouais, je sais pas. Les brebis galeuses. Ouais, voilà, virer les brebis galeuses. Ouais, on pourra peut-être manifester. Normalement. C'est pas les virer, en plus, c'est les sanctionner, les sanctionner pour ce qu'elles ont fait, parce que sinon c'est de la justice. Qu'on change le maintien de l'ordre, en plus avec un rapport qui dit que les gaz utilisés sont nocifs et dangereux, comme on l'avait dit déjà depuis plusieurs mois, qu'on utilise les bons outils au bon endroit. Enfin, voilà, donc à partir de là, que les policiers s'occupent de sécuriser les manifestations, quels que soient les gens qui défilent, pour qu'après il y ait un débat de fond. Et à partir de là, faut changer l'IGPN, faut changer les méthodes de maintien de l'ordre. Donc, il faut déjà faire un bon ménage dans la police. Et pour ça, il faut une impulsion politique ou alors avoir un soutien populaire pour les changer et pas laisser la mainmise à quelques centaines de policiers qui viennent balancer leurs menottes en nous faisant une pièce de théâtre. Un mot de fin, chacun, David? Non, c'était intéressant de parler avec Alexandre. Parce que c'est vrai que moi cette personne-là, dès qu'il a commencé à critiquer et tout, j'ai dit enfin quelqu'un qui a les coronets à poser. Et ouais, ça fait du bien d'entendre ses convictions et tout. Ça change un peu ça fait changer un peu de mentalité quand même. Parce qu'on voit qu'en fait on se ça bat rassure. pour le même truc. Ouais, on se bat un peu pour le même truc et puis. Après, je vais pas dire convergence, hein, mais parce que moi, pour moi, voilà, moi c'est une étape parce que la conversation, les sujets et tout, c'était bien, et après on verra par la suite. Très bien. Oui. Non, je sais pas, un petit mot de fin, un petit truc. Un petit mot de fin. Fin. D'ailleurs, j'ai faim. Non, je déconne. Non, là je voyais un petit post où il me dit ça m'énerve quand même la réponse de Jérôme à la question de rejoindre le groupe. J'en énerve beaucoup parce que je rejoins pas de groupe. Désolé mon ami, mais c'est pas méchant. Non, voilà. Écoutez, je pense que il faut se reposer, se retrouver un petit peu en famille. On a l'été pour ça et essayer de revenir un peu plus fort, un peu plus concentré sur nos priorités, un peu plus concentré sur ce qui était la base de notre combat. Et que si on veut réussir à peut-être marcher un peu plus sereinement, un peu plus pacifiquement, justement, de se remettre cette petite graine dans la tête, cette volonté aujourd'hui, enfin hier, qu'il y avait les Gilets jaunes, de pouvoir réveiller l'ensemble de la France. Je pense qu'on s'est nous-mêmes un tant soit peu endormis, je pense, et qu'il serait grand temps qu'on se réveille aussi, qu'on se réveille à nouveau, parce que si on veut prétendre ouvrir les yeux à l'ensemble de la nation française, du peuple français, du citoyen français, appelons-le comme on le veut, il faut revenir à notre base du combat, ne pas se disperser sur des choses qui ne font que nourrir la bête qui est ce gouvernement en passant par toute forme de combats divers et variés où on ne fait que parler de ça. Méfions-nous des contrefaçons, d'accord ? Méfions-nous des
des gens qui s'improvisent C'est clair. un tel ou un tel et qui derrière se mettent à mal en diffusant d'autres vidéos qui font que, à un moment donné, il faut peut-être se méfier aussi de ça. Voilà. Ouais. Marchons ensemble, revenons à nos bases, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, comme dirait l'autre. Et puis quand le combat sera fini, on ira boire des bières avec qui le veut ou avec qui le veut pas. Voilà. Parce qu'on aura plein Prenez de soin de vous, la famille. pour Merci avoir pour ce du live, bière. c'était très sympa. Alex, Merci bisous. Jérôme, merci, bisous et à Et bientôt. Jérôme. Pas mon la, petit David, la petite bière, on peut la boire avant. Hein. merci les filles. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Hein. Ouais, on a Parce que bu ça un va petit être coup, long, tu vois, sinon. parce que tu vois, alors on m'avait dit un truc, tu vois, avant on me dit Jérôme, ça va aller, tu vas faire un live avec Alexandre, c'est pas un peu. Alexandre, j'étais à l'IGPN avec lui, j'ai été le soutenir, il est venu m'apporter son soutien. Noam est un mec qui m'apporte énormément de soutien à chaque fois que je le croise. Donc le jour où j'ai eu l'occasion de croiser Alexandre à l'IGPN, on a été boire un café et on l'a soutenu. Voilà. La preuve que quand on est entre êtres humains, tout fonctionne. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il faut faire fi des idées et du tablier. On est là, c'est un être humain qui se bat et qui a des convictions. On a à peu près les mêmes. Autant marcher ensemble. Tu vois, et on a convergé. Et en tout cas, Alexandre, à titre personnel, que ce soit toi, Noah, Jérôme, Guigou, etc., ne lâchez rien. Parce que le jour où vous lâchez, on est cuit. Voilà. Donc, non, justement, elle est là l'erreur, Nat. Elle est là l'erreur. Parce que moi, j'espère, parce que franchement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent l'égocentrisme. Moi, j'ai une seule certitude dans ma tête. Si demain, vous arrêtez, moi, je suis comme un con dans la rue. Par contre, si moi, demain, j'arrête, t'inquiète pas qu'il y a des milliers de gens qui vont continuer. Je sais, mais c'est vrai que ce mouvement, il était formidable. Et je suis juste, même moi, tu vois, je suis maman d'une petite fille. Et elle a tellement pleuré quand j'étais en manif parce qu'elle a bien compris avec la télé que maman, elle pouvait perdre un œil à tout moment. Et la Macronie en 2020, ça me fait juste vomir pour ça. Parce que c'est notre droit de manifester. Et ce que je voulais dire, c'est que heureusement qu'il y a des policiers comme ça aujourd'hui. Et j'espère qu'eux ne lâcheront pas. Parce que voilà, ces policiers-là, ils ont tout le mérite d'être policiers. Et moi, c'est ce qui me fait encore respecter la police aujourd'hui, pour le peu que je les respecte. Alexandre, un dernier mot, puis je vais clôturer. Unissons-nous sur ce qui nous rassemble. Donc, effectivement, choisissons le plus petit dénominateur commun. Et puis, il sera toujours temps de régler les différends sur les sujets qui peuvent fâcher par la suite. Hein. Voilà, si on arrive à avoir des discussions apaisées comme ce soir, c'est de la discussion qu'on ait les bonnes solutions. Hein. Et après, normalement, cette semaine, on devrait perdre M. Castaner, qui va être remanié. Donc, tous les égos qu'on a, c'est qui quittent le navire. Le problème, c'est qui on va avoir à la place. C'est la vraie question. Est-ce que ce sera pire ou pas? Parce qu'on est en ce moment, on est toujours surpris dans le mauvais sens. Donc, j'espère qu'on continuera de rien lâcher tous ensemble, de où qu'on soit, parce que c'est toutes les petites gouttes d'eau qui font avancer les choses. Et puis, voilà, on lâche rien. Hein. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Salut Jérôme, merci beaucoup. Merci Jérôme. Faut faire attention à pas tomber dans le piège. Faut attention à pas tomber dans le piège de la personne qui occupe le poste. C'est vrai que si Castaner part, ça sera sûrement un autre. Faut faire gaffe, quoi. Ça, c'est un piège très facile qui a été fait à tous les quinquennats. Donc, c'est vraiment sur le système en général qu'il faut remanier. C'est pas seulement les personnes. Hein. Ça, c'est une stratégie de communication qui est très, très connue. À mi-mandat, on remanie le gouvernement, mais il ne faut pas lâcher quand même. Et c'est pareil pour 2022, un nouveau Macron, ça n'arrangera pas les choses, c'est le système complet qu'il faut changer. Oui, c'est juste une étape. Merci beaucoup à David Bredenstein, merci Alexandre Langlois, merci Jérôme Rodriguez. Donc, il sera disponible sur YouTube après le live. Je remercie aussi les modérateurs qui ont beaucoup œuvré pour modérer. Les gens qui nous ont regardés, bien sûr, tous les membres fondateurs. Je remercie aussi Jack Millot qui m'a aidé. Voilà. Qu'est-ce que Oui, bientôt, on va peut-être, parce qu'on en a parlé là, des gaz lacrymaux, on va peut-être interviewer Alexander Samuel, qui est un lanceur d'alerte qui a dit qu'il y avait du cyanure dans les gaz lacrymaux. Voilà. Très bon choix, surtout que c'est lui qui a motivé André Picot à faire le rapport, etc., qui est sorti vendredi. Là, sous peu, voilà. Sous peu, on va l'interviewer. Merci beaucoup à tous et puis à la semaine prochaine pour un autre live qui sera sur le thème de la convergence avec des gens qui ont participé à des actions convergentes. David, tu voulais dire un truc? C'est bon? Ok. Allez, merci encore à tous les trois. Bonne soirée, merci à vous. Merci.